Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Dans l'actualité de ce 22 décembre, premier jour de l'hiver, nous reviendrons sur la douceur exceptionnelle qui règne actuellement en France, des températures dignes d'un mois d'avril qui ne sont pas sans conséquences sur la nature. Vous verrez. Le diesel, sous la barre des 1 €, le prix du carburant le plus vendu en France est à son plus bas niveau depuis plus de 6 ans. Un vrai cadeau de Noël pour certains automobilistes et de nombreuses entreprises qui voient leur budget transport subitement allégé. Dans votre 13h, nous parlerons également des assurances proposées avec votre téléphone portable. Combien coûtent-elles? Sont-elles vraiment efficaces? Vous découvrirez notre enquête. Nous vous expliquerons les pièges à éviter et comment se désengager de ce genre de contrat. Enfin, dans notre page Noël, nous nous intéresserons aux cadeaux faits par les enfants. Ils cassent leur tirelire pour papa et maman. Le budget n'est pas très important, mais le plaisir est souvent immense. En ce premier jour de l'hiver, difficile de ne pas être surpris par la douceur qui règne actuellement un petit peu partout en France. Regardez ces chiffres, il va faire 18 degrés tout à l'heure à Bayonne, c'est la température la plus haute attendue aujourd'hui. Notez au passage 15 degrés au Havre, 16 à Clermont-Ferrand ou encore 14 à Lille. Alors depuis le début du mois, les températures nationales sont 3,3 degrés supérieures aux normales saisonnières. Une douceur qui n'est pas sans conséquence sur la nature, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, du plaisir et des sourires, ceux que vous affichez actuellement en profitant de ce climat digne d'un mois d'avril. Yves Ginca avec Philippe Turpot et nos bureaux en région. C'est un parfum d'été qui flotte sur la côte atlantique. 15 degrés à l'ombre attendus cet après-midi et bien plus au soleil. Conséquence, file d'attente chez le glacier à 48 heures du réveillon. Certains en redemandent. Non, une. D'autres savourent en silence. Pour les touristes en vacances, l'attraction vedette, c'est la promenade en mer. Ces bateaux font le plein, la saison est repartie. C'est surprenant à l'approche de Noël, à 3-4 jours où l'habitude on fait des boules de neige et on se met auprès du feu, d'être à l'extérieur, de profiter d'un ciel bleu. On a annulé, on devait aller passer une semaine aux Arcs là, pour Saint-Maurice, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, on s'est dit on va plutôt aller à Arcachon. Cette douceur hivernale qui se prolonge est décidément une excellente surprise pour les hôteliers du bord de mer. Très bien, plus que d'habitude. Chez ce professionnel, on enregistre 15% de réservations supplémentaires comparé à l'an dernier. Regardez-nous le soleil, on arrive, on sera là pendant 3 jours ou 4 jours, et puis ils sont très contents de venir. Sur la côte méditerranéenne, au Cap d'Agde, le soleil est aussi au rendez-vous. La luminosité, la clarté et cette douceur constante, c'est vraiment un beau cadeau. Sur le port, les restaurants affichent complets. On déjeune en famille et en terrasse. Même douceur de vivre à Paris sous la Tour Eiffel. Les plus surpris sont les visiteurs étrangers comme ce couple britannique. C'est absolument magnifique. On s'attendait à un temps couvert, mais le ciel est bleu, le soleil arrive, c'est parfait. Pour les prévisionnistes météo, ces températures clémentes devraient se prolonger jusqu'au 31 décembre. Voilà, et on s'intéressera tout à l'heure aux conséquences de cette douceur sur la nature. Une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de véhicules diesel. Le prix du gazole vendu dans les stations-service est à son plus bas niveau depuis l'été 2009. Il vaut actuellement en moyenne 1 € le litre, une baisse qui pourrait bien durer encore quelques temps. Anaïs Barre avec Jean-Baptiste Jacquet et notre bureau à Lyon. Moins d'1 € le litre de gazole, c'est un cadeau de Noël un peu atypique, mais un cadeau bienvenu pour les automobilistes. C'est la première fois que je le prends à moins de 1 €. Alors vous êtes content? 1 €, oui, 1 €, ravi. Pourvu que ça dure. C'est pas mal du tout. C'est quoi Ça fait du bien pour le porte-monnaie. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, qui conduit vraiment tous les jours. Donc voilà quoi, pour moi c'est une bénédiction si on peut dire. Les prix des carburants à la pompe n'ont jamais été aussi bas depuis 2009. Des prix en chute libre cette année. En 8 mois, le gazole baisse de 19%, le samplon 95 baisse de 13%. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour les professionnels. Pour cette entreprise de transport près de Lyon, qui fait rouler 20 camions, l'économie est importante. C'est assez significatif. Sur nos comptes, on peut même parler de pourcentages de réduction qui sont de l'ordre de 5 à 7%, alors qu'on réalise plus de kilomètres. La baisse des carburants, c'est la conséquence du prix du baril de pétrole, il dégringole. La tendance devrait se poursuivre. Niveau de production record, et puis vous avez une demande qui est assez molle, assez faible.
Donc on se retrouve avec un surplus. Et de façon classique, quand il y a un surplus, les prix baissent. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, ça ne va pas changer beaucoup. Ça pourrait même descendre plus bas. La baisse des prix des carburants, une économie de 20 milliards d'euros pour les ménages et les entreprises. De l'argent frais qui soutient la consommation, c'est donc aussi une bonne nouvelle pour l'économie française. Et on en vient maintenant à cette étude réalisée par Bercy sur la fraude à la TVA, une pratique de plus en plus courante. Si l'on en croit les détails de ce document secret, mais révélé par nos confrères du Parisien. Magali Boissin, bonjour. C'est un manque à gagner colossal pour l'État. Oui, 17 milliards d'euros échappent chaque année aux caisses de l'État. Selon ce document, c'est plus que le déficit de la sécurité sociale. C'est beaucoup plus que la précédente estimation à 14 milliards d'euros qui avait été faite par la Commission européenne. Magali, sans rentrer trop dans le détail, concrètement, quelles sont les arnaques les plus courantes? Alors d'abord, il y a celle que tout le monde connaît. Un commerçant vous fait payer en liquide, il n'y a pas de facture. Et là, évidemment, la TVA n'est jamais versée à l'État. Cela peut être aussi un logiciel de fraude installé sur la caisse enregistreuse. Dans ce cas, eh bien, il y a bien une facture éditée par le magasin. Vous payez en liquide, mais une simple touche sur la caisse permet d'effacer la transaction. Là aussi, pas de TVA pour l'État. C'est parfois encore plus sophistiqué, avec des systèmes de fraude organisés en Europe comme le carrousel de la TVA. Alors vous le voyez, eh bien là, les marchandises, par exemple, circulent entre la Belgique et plusieurs sociétés installées en France. Dans cette ronde un petit peu infernale, eh bien l'État est amené à rembourser la TVA à l'une des entreprises, mais l'État ne récupérera jamais son argent auprès de l'autre société, parce que c'est une société fantôme, c'est une arnaque. Et alors pour faire face à ça, est-ce que les contrôles fiscaux progressent? Eh bien non, c'est bien le problème. 46 000 contrôles fiscaux permettent de récupérer chaque année 3 milliards d'euros, mais c'est une somme qui ne bouge pas depuis 10 ans. Merci beaucoup Magali pour ces explications. L'actualité en France, c'est aussi cette décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la question des assignations à résidence. Les sages doivent se prononcer aujourd'hui sur la légalité de cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence, une décision très attendue par le gouvernement qui doit présenter demain son projet de réforme constitutionnelle. Sophie Brune avec Mathieu Baudouin. Le Conseil constitutionnel va-t-il demander au gouvernement de revoir sa copie concernant les assignations à résidence? C'est en tout cas ce que souhaitent des écologistes assignés à résidence pendant la conférence sur le climat. Ce sont des victimes par ricochet en fait des attentats, puisque si on les a assignés à résidence, c'est uniquement en raison de leur possible participation à des manifestations, vous voyez. Donc on est très loin en fait de ce qui motive la lutte contre le terrorisme. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, 368 assignations à résidence ont été prononcées. Moins de 10% concernent des écologistes. D'après le ministère de l'Intérieur, elles visent des personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Un motif jugé trop flou par les associations de défense des droits de l'homme. Elles dénoncent aussi les perquisitions administratives déclenchées par les préfets. 2764 ont été menées en un mois. Le défenseur des droits lui-même s'en inquiète. Il y a un certain nombre de dérives, ou plutôt d'approximations. C'est-à-dire que, en fait, les mesures qui ont été prises, perquisition administrative, assignation à résidence, ont été prises un peu larges. La décision du Conseil constitutionnel est attendue avec impatience par le gouvernement, qui présente demain sa réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence. Voilà, et autre mesure particulièrement sensible dans ce dossier pour le gouvernement, la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme ou pour des actes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Javid Imbert, bonjour. L'idée lancée par François Hollande après le 13 novembre pourrait purement et simplement être abandonnée. Oui, bonjour Nathanaël. Effectivement, souvenez-vous, François Hollande avait proposé cette déchéance de nationalité au moment du congrès de Versailles devant les députés et les sénateurs. Et vous l'avez rappelé, on était vraiment dans l'émotion post-attentat du 13 novembre puisqu'on était le 16 novembre à ce moment-là. Et effectivement, selon plusieurs sources, ce projet pourrait tout simplement disparaître de la révision constitutionnelle qui sera présentée demain au Conseil des ministres, disparaître ou bien être remplacé par un simple projet d'indignité nationale qui serait symboliquement moins fort que la déchéance de nationalité. Jeff, qu'est-ce qui pose problème dans cette mesure ?
Ce qui pose problème, entre guillemets, c'est que c'est une mesure que n'a jamais portée la gauche, qui est aujourd'hui au pouvoir et qu'a toujours, en revanche, présenté la droite. Alors évidemment, au Parti socialiste, cela crée aujourd'hui pas mal de bouleversements. La gauche de la gauche n'en veut évidemment pas, et même certaines voix parmi les plus légitimistes, comme Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée, émet des réserves. Et puis il y a aussi des problèmes juridiques. Le Conseil d'État qui a été consulté a préféré donner un avis favorable, mais ne pas se prononcer sur le fond, laissant le soin au gouvernement de trancher. Mais il a quand même dit que cela aurait une portée pratique limitée. En clair, que cette déchéance de nationalité ne serait pas efficace pour lutter contre le terrorisme. Jeff Wittenberg en direct depuis le palais de l'Élysée. Merci beaucoup, Jeff. En bref, la garde à vue du policier à la retraite soupçonné d'avoir placé un objet suspect dans les toilettes du vol Air France reliant Maurice à Paris a été levée. L'enquête du parquet de Bobigny se poursuit dans l'attente des résultats de l'expertise. C'est une nouvelle performance dans la conquête de l'espace. Le programme SpaceX, lancé par un milliardaire américain, a réussi pour la première fois à faire revenir sur Terre une fusée qui venait de placer 11 satellites en orbite. Une prouesse qui doit permettre à l'exploitant de la fusée de réaliser de substantielles économies. Simon Ricotier avec Marie Cazot. Cette vidéo n'est pas jouée à l'envers. Le premier étage de cette fusée est bien en train de se poser après avoir expédié le reste de l'appareil dans l'espace. Une première mondiale pour la société SpaceX. Car normalement, le lanceur d'une fusée se désintègre après le décollage. 3, 2, 1, 0. La fusée Falcon 9 a atteint une altitude de 200 km avant que son premier étage ne se détache et commence à retomber vers le sol. C'est comme si on lançait un crayon par-dessus l'Empire State Building et qu'il atterrissait dans une boîte à chaussures de l'autre côté pendant une tempête. Et voici le premier étage qui est en train de redescendre vers nous. L'histoire s'écrit sous nos yeux. En tout, le vol du premier étage a duré 11 minutes. Un retour sur Terre permis par des moteurs spéciaux qui ont freiné sa chute. Le deuxième étage, lui, a largué comme prévu ses 11 satellites en orbite. SpaceX pourra maintenant tenter de réutiliser pour une prochaine mission le lanceur récupéré cette nuit afin de réduire ses coûts. Quand on parle de réutilisable, en fait, on n'a fait que la première partie du chemin. Maintenant, il faut voir dans quel état est le lanceur, comment il peut repartir en vol, et il est clair que ce sera la partie la plus difficile. Décollage. Autre question sans réponse, cette technique permettra-t-elle à terme de concurrencer les gros du secteur comme Ariane Espace, qui envoie aujourd'hui certains satellites en orbite à près de 36 000 km au-dessus de nous? Nous vous en parlions au début de ce journal. Les températures enregistrées en France depuis le début du mois sont plus de 3 degrés supérieures aux normales saisonnières. Les spécialistes parlent d'un excédent thermique. La nature, elle, attend toujours l'arrivée de l'hiver dont elle a besoin pour poursuivre son cycle. Les explications d'Angélique Etienne avec Antuel Stadschmidt et notre bureau à Marseille. Elles fleurissent au pied du sapin. Les premières primes verts sont déjà de sortie, avec 4 mois d'avance pour ces fleurs habituellement de printemps. Et c'est comme ça pour près d'une dizaine de variétés chez ce pépiniériste. Les cognaciers, les viburnums, c'est exactement la même chose. Vous avez les prunus plus les lilas qui sont déjà bien avancés pour la saison. Si on continue avec cette température-là, il risque d'avoir des engelures justement sur l'arbre, qui risquent de faire mourir l'arbre et qui sera invendable parce qu'il sera tout arraché, quoi. Chez cet agriculteur, le premier constat se fait sur le thermomètre. En général, on est plus proche des 5 degrés. Et souvent des petites gelées la nuit, et puis ça remonte. Mais là, 13, c'est quand même beaucoup, quoi. Une douceur qui fait pousser les blés, déjà hauts d'une vingtaine de centimètres. Voilà, là on voit la végétation, le blé. Il est très en avance cette année, forcément dû à la température. Normalement, on voit quelques brins d'herbe qui émergent, et là, c'est déjà presque une belle prairie. Une belle prairie d'un côté, mais la chaleur a aussi des conséquences néfastes sur ces autres champs. Ici, de la betterave, la terre qui l'a fait pousser manque de gel. On a besoin du gel, d'abord pour casser ses mottes, pour préparer un bon lit de semences, mais aussi, dans certains cas, quand le gel est intense, il élimine aussi une partie des souris ou
des éléments nuisibles qui sont dans le sol, des petites bestioles là, qui s'attaquent aux Une plantes. nature florissante en décembre qui pourrait perturber le cycle des plantes. La période de froid est importante parce que c'est une période d'arrêt végétatif, donc c'est une période d'arrêt globalement de la croissance qui est nécessaire aux végétaux pour se régénérer, pour pouvoir repartir la saison suivante. La chute des températures n'est pas annoncée avant au moins la semaine prochaine. Dans votre trésor, nous nous intéressons maintenant aux assurances proposées et vendues avec votre téléphone portable. Combien coûtent-elles? Sont-elles efficaces? Sont-elles indispensables? On va répondre dans un instant à toutes ces questions. Mais d'abord, regardez l'enquête réalisée par Justine Veil avec Mathieu Baudouin et Daniel Lévy. Pour nos téléphones portables, le danger est partout. Fragiles, simples à voler. Dans notre vie quotidienne, ils sont exposés tous les jours. Pour les protéger, une solution, les assurances. Julie Grasse en avait souscrit une pour son portable à 300 €, le prix une dizaine d'euros par mois. Au bout de 3 ans, elle casse son téléphone. Et je prenais une photo pendant les vacances, il y a quelqu'un qui est passé et sans faire exprès, il a donné un grand coup dans mon portable, il est tombé par terre. Et donc voilà, c'est l'état où mon téléphone, il a la coque au-dessus qui s'est enlevée. Et du coup, j'avais plus de réception et j'avais plus de batterie aussi. À ses frais, elle envoie à 2 reprises son téléphone à son assureur pour les réparations, mais il ne sera jamais remis en état. Est-ce qu'on vous a donné une explication pourquoi c'était pas réparé? Aucune explication. Et du coup, maintenant, je prends plus d'assurance, donc ça sert à rien. Pour comprendre comment fonctionnent ces assurances, nous nous présentons comme des clients dans des boutiques de téléphonie en caméra cachée. Première surprise chez cet opérateur, le vendeur nous annonce qu'en cas de maladresse, l'assurance ne marche pas. Si vous dites que c'est vous qui l'avez fait tomber et qui se casse, non, c'est pas pris en compte. C'est toujours occasionné par un tiers. Ah bon? Bien sûr. Si moi je casse mon téléphone... Si vous avez votre téléphone, je sais pas, vous faites un truc et le téléphone il tourne et il se casse. Vous dites que c'est comme ça, ça va pas passer. Bah pourquoi? Parce que c'est toujours occasionné par un tiers. Vous dites qu'il faut mentir. Le vendeur nous conseille la fraude à l'assurance. Pourtant, vérification faite, son contrat couvre bien tous les types de casse. Mais le vendeur ne le sait même pas. Plus grave, chez l'opérateur suivant, les cas où l'assurance ne fonctionne pas ne figurent même pas sur le dépliant d'information. Selon les conditions, limites et exclusions mentionnées dans la notice d'information disponible dans votre espace, on peut la voir celle-là? Apparemment, il y a quand même des exclusions, mais du coup, elles ne sont pas marquées sur le papier. Ouais, je ne peux pas le sortir comme ça. Je peux pas la voir. Ça sort avec le contrat d'assurance. Ouais. Pour trouver ces informations, il faut chercher soi-même sur Internet. Dans ce type de document écrit en petits caractères, difficile de s'y retrouver. Pire, certains vendeurs font même exprès de ne pas en parler en détail aux clients, comme l'explique cet agent bancaire. C'est sûr que si on sort les exclusions du contrat au client, alors là tout de suite la vente va être un peu plus difficile et je pense qu'on vendrait 50 à 70% de moins d'assurance portable qu'aujourd'hui. Notre but aujourd'hui, nous, c'est de vendre. On a des objectifs à réaliser. Vous n'êtes pas conseiller, hein, vous êtes commercial. Autre problème de ces assurances, le prix. De 3 à 15 € par mois, bien trop cher, selon ce courtier en assurance. Le coût d'une assurance de téléphone portable rapporté au prix du portable, c'est à peu près 1/12 de la valeur du prix du portable, alors qu'en matière d'assurance habitation, c'est 1/1000 du prix de la maison que vous assurez. Ça veut dire donc que c'est trop cher au global, l'assurance téléphone portable, au regard de la valeur véritable du téléphone. Réponse des assureurs, le prix est justifié par les réparations plus chères et plus fréquentes. En fait, c'est une question de fréquence. Quand vous avez un assuré sur 3 qui déclare au moins un sinistre dans l'année, vous avez une fréquence que vous multipliez avec un combien de sinistres. Aujourd'hui, plus de 5 millions de consommateurs possèdent une assurance pour leur mobile. Voilà, et on va aller encore plus loin sur ce sujet avec vous, Justine Veil. C'est votre travail que l'on vient de voir dans cette enquête. Concrètement, avant de souscrire une assurance, à quoi faut-il faire attention ?
Eh bien, aux exclusions de garantie. C'est-à-dire les cas où l'assurance ne fonctionne pas. On l'a vu dans le reportage, elles sont nombreuses et surtout elles changent d'une assurance à l'autre. Donc si vous ne devez lire qu'un paragraphe du contrat, c'est celui-là. Bien sûr, mieux vaut tout lire, mais si vous n'avez pas le temps au moment où vous achetez le téléphone, sachez que dans certains cas, vous pouvez emporter le contrat pour le lire chez vous et le rapporter signé après l'achat de votre appareil. Alors Justine, imaginons, j'ai un téléphone, j'ai donc déjà une assurance, je viens de voir votre reportage, comment puis-je me désengager de ce contrat? Eh bien, si vous l'avez acheté il y a moins de 14 jours, vous pouvez tout simplement vous rétracter sans motif particulier par courrier ou par mail. Si ça fait un petit peu plus longtemps, il faut d'abord vérifier que vous n'êtes plus engagé 1 an minimum la plupart du temps. Mais au-delà de la première année, vous pouvez arrêter le contrat quand vous le souhaitez, en écrivant à l'assureur avec accusé de réception. C'est mieux. Et attention, vous avez toujours un préavis à respecter, c'est 1 mois en général. Alors dans ces hypothèses, y a-t-il un moyen de protéger son téléphone sans ses assurances? Eh bien oui, grâce à votre assurance habitation, voiture ou même celle de votre carte bancaire. En fait, vous êtes peut-être déjà couvert sans le savoir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter des options à vos assurances, dites de protection des effets personnels. Ça revient souvent moins cher que de multiplier les contrats. Enfin, dernier conseil, plutôt que de payer une assurance, mettez de côté chaque mois la somme que vous auriez dépensée. Ça vous constituera une sorte d'assurance personnelle en quelque sorte. Merci beaucoup Justine. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'avec ou sans assurance, le téléphone portable reste l'un des cadeaux les plus offerts à Noël. Tiens, on va rester au pied du sapin avec des Pères Noël, pas tout à fait comme les autres. Vos enfants cassent souvent leur tirelire pour vous faire plaisir. Leur budget n'est pas très élevé. En revanche, leurs sourires au moment d'offrir sont inestimables. Vous voyez le reportage de Florence Bouquilla et d'Olivier Gardette. Shopping entre copines, plus que 2 jours pour trouver les cadeaux de Noël destinés aux parents. Première visite dans ce magasin plutôt chic de vêtements pour hommes. Direction les cravates. Pour Marine, c'est une valeur sûre. Son père appréciera. C'est le seul motif qu'il pourra porter avec de la rayure ou du carreau, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Pour cette adolescente de 15 ans, les conseils de la vendeuse sont les bienvenus. Ah non, elle est super belle, j'avoue qu'elle est super belle. Celle-là. Très belle, mais un peu trop chère pour l'adolescente. Et elle est à combien 70 €, mademoiselle. On réfléchit. Je réfléchis encore. Est-ce que c'est dans votre budget? J'ai un peu économisé, mais après, du coup, comme il faut que j'achète pour ma mère, là, j'ai un budget de 90 € pour les deux. Un budget assez conséquent, supérieur à celui de ses amis. Moi, en fait, j'ai pas beaucoup de budget, j'ai que 50 € pour mes parents et ma soeur. Je pense que je vais offrir du chocolat. Parce que bon, ça passe partout et puis c'est pas très cher. Le prix, c'est ce qui limite le choix des enfants, pas les idées. Car la plupart pensent bien connaître les goûts de leurs parents. J'aimerais bien trouver un cadeau pour ma mère, parce qu'elle vient d'avoir un nouveau chien et du coup, je voulais lui offrir un petit livre. Et 5 minutes plus tard, le collégien a trouvé ce qu'il cherchait. Ça m'a l'air bien, ouais. Et ton budget? Là, celui-là, il est à 16,90 € et bon, c'est en dessous de mes 20 €, donc ça, c'est cool. Pas question de dévoiler la surprise avant le jour J, même si maman a une petite idée. Les chiens, les chats, la littérature. Je sais pas, ça va être autour d'un truc comme ça. Non? Je ne sais pas, peut-être. Parfois, les enfants les plus jeunes sont les plus inventifs. Moi, je vais acheter un casse-tête avec une bouteille. Il faut résoudre le casse-tête pour pouvoir ouvrir la bouteille. Moi, je lui ai offert un bol que j'ai fait et dessus, j'ai marqué le meilleur des papas. Et en fait, je l'ai peint et puis du coup, voilà. Astucieux, enfants et ados ont bien compris que ce qui importe aux parents, c'est le plaisir qu'eux-mêmes prennent à jouer les Pères Noël. Alors pour les cadeaux, c'est fait. En général, le réveillon de Noël est associé à un bon repas qui se termine souvent par une bûche, mais vous êtes de plus en plus nombreux à mettre un petit peu d'exotisme sur votre table avec une corbeille de fruits venus du bout du monde, litchi, mangue pour les plus connus, pitaya ou ramboutan pour les plus inattendus. Laetitia Legendre et Tatiana Daligos sont allées prendre conseil auprès d'un chef. Le fruit du dragon couvert d'écailles, le litchi chevelu, le melon à cornes ou l'énigmatique main de Bouddha.
Autant de fruits exotiques et d'agrumes qui invitent au voyage. Colorés, insolites, ils font recette, notamment au moment des fêtes, car c'est la pleine saison pour ces fruits au nom mystérieux, comme le mangoustan ou fruit des dieux. C'est bon, c'est fin, c'est délicat, non, c'est vraiment bon. Le mangoustan, c'est charnu, il est un peu acidulé, sucré, c'est que du bonheur. Ça fait rêver, oui, voilà. Et comme je connais pas les îles, donc en fait, moi j'adore. Les fruits exotiques, alors, est-ce que ça vous tente? Pas pour manger, pour décorer pour Noël. Oui. 70 000 tonnes de fruits exotiques importés l'an dernier, c'est 3 fois plus qu'en 2010, avec un pic des ventes pour les fêtes. À Rungis, 130 grossistes partagent le marché. Litchi, mangue, ananas, mais aussi pitaya ou ramboutan. Ce commerçant a fait près de 200 km avec une commande longue comme le bras. Fruit de la passion. C'est noté. Un kumquat. Un kumquat, tu veux de l'Espagne? Ouais, je te mets de l'Espagne, il est plus joli. Quelque chose de beau. Pitaya, j'en ai combien en bas? 5. Il va repartir avec plusieurs centaines de colis, contre une dizaine d'habitude. Il y a une vraie demande, une belle consommation, des belles corbeilles de fruits exotiques pour les fêtes de Noël aussi. Vous en faites combien là pour les fêtes? Bon, à peu près 500, j'en ai prévu là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment? Dénicher des produits de qualité, c'est la mission de ces négociants qui fournissent de nombreux restaurants et hôtels parisiens. Une clientèle toujours en quête d'un petit goût d'évasion. Très bon, c'est hyper sucré. Les chefs sont en permanence à la recherche de nouveaux produits parce qu'ils essayent de faire des mariages différents. Et en fait, les gens, à force de regarder les émissions de télé, veulent faire la même chose dans leur cuisine. Tarte au litchi et au marron, cheesecake revisité. Les fruits exotiques, c'est l'une des spécialités de ce chef pâtissier. Pour ce dessert, il a choisi de travailler la mangue avec des fruits de la passion. C'est vrai que la mangue, ça reste un fruit qui, malgré lui, reste assez plat. Donc il faut toujours venir le relever avec du citron vert, avec du zeste ou avec de la passion. Quelque chose d'assez acide pour venir lui donner un petit coup de peps. Ajoutez quelques zestes d'un agrume asiatique, le kombava, un filet d'huile d'olive et un peu de coriandre pour dérouter le palais. Un fond de crème à la vanille, puis une fine feuille de meringue vont accueillir le mélange de fruits exotiques, agrémenté de quelques perles de fruits. Une petite bille de mangue passion à droite à gauche, la meringue qui est craquante, qui est sur un lit de crème très fondant, très crémeux. Le petit biscuit spéculoos qui lui amène ce petit côté un petit peu épicé des fins d'année. Donc c'est un dessert qui est idéal pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Du concentré de fraîcheur et de fantaisie pour remplacer ou accompagner avec légèreté les bûches de Noël et les desserts trop chargés. Notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que depuis hier, nous vous entraînons sur les traces du Père Noël en Laponie, au cœur du cercle polaire arctique. Alors à cette période de l'année, le soleil ne brille que 4 heures par jour. L'éclairage a donc un rôle prépondérant pour la population locale. Et pour Anne, notre éleveuse de rennes, un feuilleton de Jérôme Bonny, Jean-Marie Lequertier et Clara Dess. Précédemment, le Français Jean-Philippe Géant s'est installé en Laponie. Les Finlandaises Sörli et Heidi décorent le sapin de Noël de leur restaurant. Anne donne un complément alimentaire à ses rennes pendant l'hiver. Anne tient à nous montrer qu'elle n'élève pas seulement des rennes destinées à la consommation. Nous avons quelques rennes mâles dressées pour tirer les traîneaux. Maintenant, nous allons les nourrir. Des mâles auxquels elle s'est attachée. Elle les appelle par leur nom. Il faut en garder quelques-uns pour le traîneau du Père Noël. Lankapoika! Viens! Sinon, tu n'auras plus rien à manger. Lankapoika est son chouchou. Il fait des jaloux. Aujourd'hui, on croise beaucoup moins de traîneaux à rennes que de motoneiges dans le nord de la Finlande. Jean-Philippe, notre Français de Laponie,
adore emmener son épouse finlandaise Allez, dans le traîneau, Elias. Et leur petite Elias dans des randonnées à travers les étendues neigeuses dont il a le secret. Il emprunte des chemins que l'on ne trouve pas sur les cartes. Soudain, la piste débouche sur un lac gelé. Allez, Zou, on est arrivé. C'est parti. Elias, tu viens, on va pêcher? Tiens avec maman. Taquiner le poisson l'hiver, c'est un peu compliqué, mais c'est leur passe-temps favori. Le trou est déjà fait. Donc là, on a 30 cm de glace. Si Jean-Philippe s'est installé en Laponie, c'est surtout parce qu'il a été envoûté par les lumières du cercle polaire. En ce moment, c'est le Kaamos. Ce sont les lumières au maximum de cette journée. Le soleil ne se lève plus et il ne se lèvera plus pendant 15 jours. Donc c'est la lumière du mois de décembre qui est magique. On dirait un lever ou un coucher de soleil pendant 4 heures dans la journée et ça donne un côté totalement majestueux à la Laponie. Ah, on a une touche. Ah, une perche. Regarde Elias, c'est une perche. Ah, Ven. Ouais. Un bisou? Non, mais tu vas les gratter. Comme ça, un petit poisson qui fait pas très froid, je vais le remettre dans l'eau. Voilà. Il va grossir et peut-être que dans quelques années, on viendra le repêcher, il sera grand comme ça. C'est rose, pâle, bleu. C'est magique. C'est beau. C'est ton pays, mon petit gars. Incroyable, hein? T'es prête? Là-bas, regardez, il y a des gens qui mettent les bougies. Pendant les fêtes en Laponie finlandaise, les habitants illuminent les chemins. Car à 17h, déjà en pleine nuit, la tradition veut que l'on coupe les éclairages. Le responsable de l'extinction des lampadaires, quartier par quartier, est Markus Kili. C'est ainsi que les Finlandais aiment profiter de la nuit polaire. Et voilà. C'est vrai, j'adore éteindre l'éclairage. Comme ça, on voit mieux les lumières nordiques. Lumière nordique. Le mot intrigue. Quand tout le monde se couche, Markus, lui, se lance sur les pistes. OK, let's go. Ce soir encore, il part à la recherche de l'une de ces fameuses aurores boréales. Voilà, vous pourrez suivre la suite de ce Noël en Laponie demain. Une dernière information avant de refermer ce journal. Le Tour de France que vous suivez chaque année sur notre antenne partira d'Allemagne en 2017. Düsseldorf vient d'être désigné ville départ, un choix très symbolique, puisqu'en 1987, le Tour s'était élancé de Berlin-Ouest. C'est le 22e départ à l'étranger de la Grande Boucle, où le coup d'envoi de cette édition en 2016 sera donné l'an prochain, donc en Normandie, au Mont-Saint-Michel. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète d'Anaïs Baïdemir. À 20h, vous avez rendez-vous avec Julien Bugier. Je vous retrouve demain à 13h et avec plaisir. On se quitte avec les images du concert donné hier soir à Bercy, un spectacle offert à toutes celles et ceux qui sont intervenus et ont assisté les victimes le soir des attentats du 13 novembre, les pompiers, les militaires ou les secouristes. En tout, 12 000 personnes étaient réunies pour se changer les idées en écoutant Zaz, Benabar, Lio ou encore Jean-Pierre Madère. Laissez-moi